Ces remarques permettent de comprendre le culte baudelairien de la frigidité. Tout d'abord, le froid, c'est lui-même stérile, gratuit et pur, en contraste avec les muqueuses molles et tièdes de la vie. Chaque objet froid lui renvoie son image. Un complexe s'est formé chez lui autour de la froideur. Elle s'est identifiée au métal poli, mais aussi à la pierre précieuse. Ce qui est froid, ce sont de grandes étendues plates et sans végétation, et ces déserts aplanis ressemblent à la surface d'un cube de métal, à la facette d'un joyau. Froideur et pâleur se confondent. Le blanc est la couleur du froid, non pas seulement parce que la neige est blanche, mais surtout parce que cette absence de couleur manifeste assez bien l'infécondité et la virginité. C'est pourquoi la lune devient l'emblème de la frigidité. Cette pierre précieuse isolée dans le ciel tourne vers nous ses steppes crayeuses, fait tomber sur la terre pendant les froids de la nuit une lumière blanche qui tue ce qu'elle éclaire. La lumière du soleil apparaît nourrissante, elle est dorée, épaisse comme du pain, elle chauffe. La lumière de la lune est assimilable à une eau pure. Par son intermédiaire, la transparence, image de la lucidité, se rejoint à la frigidité. Ajoutons que la lune, avec sa clarté d'emprunt et cette opposition constante au soleil qui l'éclaire, est un symbole passable du Baudelaire satanique, éclairé par le bien et rendant le mal. C'est pourquoi dans cette pureté même il demeure quelque chose de malsain. Le froid baudelairien est un milieu où ni les spermatozoïdes, ni les bactéries, ni aucun germe de vie ne peuvent subsister. C'est à la fois une lumière blanche et un liquide transparent, assez voisin des limbes de la conscience, où se diluent les animalcules et les particules solides. C'est la clarté de la lune et l'air liquide, c'est cette grande puissance minérale qui nous transit l'hiver au sommet des montagnes. C'est l'avarice et l'impassibilité. Fabre-Luce dit fort justement dans Écrit en prison que la pitié veut toujours réchauffer. En ce sens, le froid baudelairien est impitoyable. Il glace tout ce qu'il touche. Comme de juste, Baudelaire mime dans ses attitudes cette force élémentaire. Avec ses amis, il est froid. Beaucoup d'amis, beaucoup de gants. Il use avec eux d'une politesse cérémonieuse et glacée. C'est qu'il faut tuer à coup sûr ces germes de chaude sympathie, ces effluves vivants qui tentent de passer d'eux à lui. Il s'entoure à dessein d'un no man's land que nul ne peut franchir et il lit sa propre froideur dans les yeux de ses proches. Imaginons-le comme un voyageur qui entre une nuit d'hiver dans une auberge. Il a sur lui toute la glace et toute la neige du dehors. Il voit et pense encore, mais il ne sent plus son corps. Il est insensibilisé. Par un mouvement fort naturel, Baudelaire projette sur l'autre cette frigidité où il baigne. Et c'est ici que le processus se complique, car c'est autrui, à présent cette conscience étrangère, qui contemple et qui juge. C'est autrui qu'on a doté brusquement d'un pouvoir réfrigérant. La lumière lunaire devient celle du regard. C'est un regard de méduse qui fige et pétrifie. Baudelaire ne saurait s'en plaindre. L'office du regard de l'autre n'est-il pas de le transformer en chose? Toutefois, ce sont les femmes seules et une certaine catégorie de femmes qu'il a dotées de cette frigidité. Des hommes, il ne l'eût pas supporté c'eût été leur reconnaître une supériorité sur lui. Mais la femme est un animal inférieur, une latrine. Elle est en rut et veut être foutue. Elle est l'opposé du dandy. Baudelaire peut sans danger en faire l'objet d'un culte. En aucun cas elle ne deviendra son égale. Il n'est aucunement dupe des pouvoirs dont il a part. Sans doute est-elle pour lui, comme le dit Royer, du surnaturel vivant, mais il sait bien qu'elle ne représente qu'un prétexte à ses rêves, précisément parce qu'elle est absolument autre et impénétrable. Nous sommes donc ici sur le plan du jeu, et d'ailleurs Baudelaire n'a jamais rencontré de femme froide. Jeanne ne l'était pas, si l'on en croit le sed non satiata, mais pas satisfait, ni Madame Sabatier, à qui il reprochait d'être trop gai. Pour réaliser ses désirs, il fallait qu'il ait mis artificiellement en état de froideur. Il choisira d'aimer Marie d'Aubrun parce qu'elle aime un autre homme. Ainsi, cette femme ardente se mettra au moins dans ses rapports avec lui sur le pied de l'indifférence la plus glacée. On voit qu'il en jouit d'avance dans la lettre qu'il lui écrit en 1852. Un homme qui dit « je vous aime » et qui prie une femme qui répond « vous aimez ?» Moi jamais. Un seul à mon amour
Malheur à celui qui viendrait après lui, il n'obtiendrait que mon indifférence et mon mépris. Et ce même homme, pour avoir le plaisir de regarder plus longtemps dans vos yeux, vous laisse lui parler d'un autre, ne parlez que de lui, ne vous enflammez que pour lui et en pensant à lui. Il est résulté pour moi de tous ces aveux un fait bien singulier, c'est que pour moi, vous n'êtes plus simplement une femme que l'on désire, mais une femme que l'on aime pour sa franchise, pour sa passion, pour sa verdeur, pour sa jeunesse, pour sa folie. J'ai beaucoup perdu à ces explications puisque vous avez été si décisive que j'ai dû me soumettre de suite. Mais vous, madame, vous y avez beaucoup gagné. Vous m'avez inspiré du respect et une estime profonde. Soyez toujours ainsi et gardez-la bien, cette passion qui vous rend si belle et si heureuse. Revenez, je vous en supplie, et je me ferai doux et modeste dans mes désirs. Je ne vous dis pas que vous me trouverez sans amour, mais soyez tranquille, vous êtes pour moi un objet de culte, et il m'est impossible de vous souiller. Cette lettre en dit long, d'abord sur le peu de sincérité de Baudelaire. Cet amour passionné qu'il jure ne dura pas plus d'un trimestre, puisque la même année il commençait d'adresser des billets anonymes et tout aussi passionnés à Madame Sabatier. Dans le second cas, le processus est le même. D'abord, Baudelaire choisit avec soin une femme heureuse, aimée et qui n'est pas libre. Avec l'une comme avec l'autre, il affecte la plus vive estime pour l'amoureux en titre. L'une comme l'autre, il les adore, comme un chrétien son Dieu. Mais comme Madame Sabatier lui paraît plus facile et qu'après tout elle risque de lui tomber dans les bras, il garde l'anonymat. Ainsi peut-il jouir tout à son aise de son idole, l'aimer en secret, être comblé par son indifférence dédaigneuse. À peine s'est-elle donnée à lui qu'il s'en va. Elle ne l'intéresse plus, et il ne peut plus continuer sa comédie. La statue s'est animée. La femme froide se réchauffe. Il semble même vraisemblable qu'il ait manqué, compensant ainsi, par son impuissance, la froideur qui faisait défaut tout à coup à la présidente. Il s'agit d'un jeu érotique et rien de plus. On s'est beaucoup extasié sur ces deux amours de Baudelaire, mais pour qui lit d'affilée sa lettre à Marie d'Aubrun et ses billets à la présidente, la répétition de ces adorations platoniques offre un aspect maniaque. C'est ce qui sera d'autant plus manifeste si on se reporte au fameux poème « Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive » qui, selon Craron, remonte au temps de Louchette et où Baudelaire, qui ne connaissait ni Marie ni Madame Sabatier, esquisse déjà le thème de la dualité féminine et se montre rêvant près du démon ardent à l'ange frigide. Je me pris à songer près de ce corps vendu, à la triste beauté dont mon destin se prive, car j'eusse avec ferveur baisé son noble corps, si quelque soir, d'un pleur obtenu sans effort, tu pouvais seulement, ô reine des cruelles, obscurcir la splendeur de tes froides prunelles. Il s'agit donc d'un schéma a priori de la sensibilité baudelairienne qui fonctionne longtemps à vide et qui a su par la suite se choisir des réalisations concrètes. La femme froide est une incarnation sexuelle du juge. Quand je fais quelque grande sottise, je me dis, mon Dieu, si elle le savait. Quand je fais quelque chose de bien, je me dis, voilà qui me rapproche d'elle en esprit. Lettre du 18 août 1857. Sa froideur manifeste sa pureté, elle est délivrée du péché originel. En même temps, elle s'identifie à sa conscience étrangère et signifie incorruptibilité, impartialité, objectivité. C'est en même temps le regard, ce pur regard d'eau claire et de neige fondue qui ne s'étonne pas, qui ne souffre ni ne s'irrite, mais qui remet chaque chose en place, qui pense le monde et Baudelaire dans le monde. Il est certain que cette frigidité tant recherchée mime la sévérité glacée de la mère qui surprend l'enfant en train de faire une sottise. Mais nous l'avons vu, ce n'est pas tant l'amour incestueux de sa mère qui lui fait rechercher l'autorité chez les femmes qu'il désire. Son besoin d'autorité, au contraire, l'a conduit à élire sa mère avec Marie d'Aubrun et la présidente comme un juge et un objet de désir. Il écrit à Madame Sabatier que rien ne vaut la douceur de son autorité, et il reconnaît que par un régulier balancement, il pense à elle au sein de la débauche. Quand chez les débauchés l'aube blanche et vermeille entre en société de l'idéal songeur, par l'opération d'un mystère vengeur, dans la brute assoupie, un ange se réveille. Il s'agit, on le voit, d'une opération, il en révèle le mécanisme dans un autre passage. Ce qui rend la maîtresse plus chère,
c'est la débauche avec d'autres femmes. Ce qu'elle perd en jouissance sensuelle, elle le gagne en adoration. La conscience d'avoir besoin de pardon rend l'homme plus aimable. Nous retrouverons là un trait fréquent du platonisme pathologique. Le malade, qui adore de très loin une femme respectable, appelle son image dans les moments où il se livre aux occupations les plus basses. Lorsqu'il est au cabinet, lorsqu'il se lave les parties génitales, elle apparaît alors et le regarde en silence avec des yeux sévères. Baudelaire entretient cette obsession à plaisir. C'est lorsqu'il est couché près d'une affreuse juive, sale, chauve et vérolée, qu'il fait naître en lui l'image de l'ange. L'ange varie, mais quelle que soit la femme qu'il ait choisie pour remplir ses fonctions, il y a toujours quelqu'un qui le regarde, sans doute au moment même de l'orgasme, en sorte qu'il ne sait plus s'il appelle cette figure chaste et sévère pour accroître les plaisirs qu'il prend avec les putains, ou si les relations rapides avec les filles ne servent qu'à faire paraître la femme élue et à le mettre en contact avec elle. De toute façon, cette grande forme frigide, muette et immobile est pour lui l'érotisation de la sanction sociale. Elle est comme ces miroirs par quoi certains raffinés se font renvoyer l'image de leur plaisir. Elle lui permet de se voir pendant qu'il fait l'amour. Mais plus directement encore, il est coupable de l'aimer, puisqu'elle ne l'aime pas. Plus coupable encore s'il la désire et s'il la souille. Elle figure le défendu par sa frigidité même. Et s'il jure avec les plus grands serments de la respecter, c'est pour que ses désirs soient de plus grands crimes. Voici de nouveau la faute et le sacrilège. La femme est là, elle va à travers la pièce de cette démarche indolente et majestueuse qu'affectionne Baudelaire et qui à elle seule signifie l'indifférence et la liberté. Elle ignore Baudelaire, ou à peu près. Si elle le considère par aventure, il est quelconque à ses yeux, il passe à travers son regard, comme passe le verre au travers du soleil. Assis loin d'elle, muet, il se sent insignifiant et transparent, un objet, mais dans l'instant même où les yeux de la belle créature le mettent à sa place dans le monde que son regard ordonne sans passion, il s'échappe, il la désire, il s'enfonce dans le péché. Il est coupable, il est différent. Les deux postulations simultanées remplissent d'un seul coup son âme. Il est envahi par la double présence de ces inséparables, le bien et le mal. En même temps, la frigidité de la femme aimée spiritualise les désirs de Baudelaire et les transforme en volupté. Nous avons vu quel genre de plaisir retenu, allégé par l'esprit, il recherche. Il s'agit, disions-nous, d'effleurement. Telle est bien la jouissance qu'il se promet dans la lettre à Marie d'Aubrun. Il la désirera en silence, et son désir l'enveloppera tout entière à distance, sans la marquer, sans même qu'elle s'en aperçoive. Vous ne pourrez empêcher mon esprit d'errer autour de vos bras, de vos si belles mains, de vos yeux où toute votre vie réside, de toute votre adorable personne charnelle. Ainsi, la froideur de l'objet aimé réalise ce que Baudelaire cherche à se procurer par tous les moyens, la solitude du désir. Ce désir qui glisse sur de belles chairs indifférentes, à distance qui n'est qu'une caresse des yeux, jouit de lui-même parce qu'il est ignoré, non reconnu. Il est rigoureusement stérile, il ne provoque aucun trouble chez la femme aimée. On connaît ce désir communicatif dont parle Proust à propos de Swann, qui se manifeste avec tant d'éclat que la femme désirée en reste un instant toute moite et bouleversée. C'est précisément celui que Baudelaire abomine. Il enfante le trouble, il anime et réchauffe peu à peu la nudité d'abord glacée de l'objet désiré. C'est un désir fécond, communicatif et chaud qui s'apparente à la tiède abondance naturelle. Celui de Baudelaire est rigoureusement stérile et sans conséquence. Dès l'origine, il est maître de lui, car la froide majesté de la femme stérile ne peut provoquer qu'un amour de tête plus représenté que vécu. Il s'agit d'une intention de désir, d'un fantôme de désir, plus que d'une réalité. Et c'est de ce néant secret que Baudelaire jouit d'abord, parce qu'il n'en est aucunement compromis. Et comme l'objet désiré n'en tient aucun compte, ce trouble mimé, joué autant que ressenti, n'engage pas. Baudelaire reste seul, enfermé dans son avarice onaniste. S'il devait d'ailleurs faire l'amour avec une de ces beautés inaccessibles, ce qu'il n'a garde de souhaiter, car il préfère l'irritation nerveuse du désir à son assouvissement, ce serait à la condition expresse qu'elle demeurât jusqu'au bout glacée. Il a écrit « La femme qu'on aime est celle qui ne jouit pas ». Il aurait horreur de donner du plaisir. Si la statue, au contraire, reste de marbre,
l'acte sexuel est pour ainsi dire neutralisé. Baudelaire n'a eu de rapport qu'avec soi, il est demeuré aussi solitaire qu'un enfant qui se masturbe. La volupté qu'il a ressentie n'a été à la source d'aucun événement extérieur, il n'a rien donné, il a fait l'amour à un bloc de glace. Pour n'être pas resté de glace, pour avoir révélé une chair trop sensible, un tempérament trop généreux, la présidente, en une seule nuit, a perdu son amant.